À Valenciennes de tout mon cœur, mon premier mot est pour dire merci. Merci de l'accueil magnifique que j'y trouve. Merci de la splendide preuve d'unité française que vous offrez à moi-même, que vous offrez à tous ceux aussi qui, au-delà, nous regardent et nous entendent. Alors, le 26 septembre 1959, le général de Gaulle, après avoir visité plusieurs villes en Nord-Pas-de-Calais, vient inaugurer l'hôtel de ville dont il est le parrain. Cette visite de la ville de Valenciennes symbolise aussi la reconstruction de la ville, fortement détruite après l'incendie de 1940. Notre pays, vous le savez ici à Valenciennes, mieux que partout ailleurs, notre pays a été cruellement blessé, physiquement et moralement. À partir de là, il fallait renaître. C'est ce qui est arrivé à la France. Elle a voulu reparaître vivante, elle a reparu. Et ici à Valenciennes, j'en vois des démonstrations magnifiques. Quand je compare toutes les ruines qui étaient accumulées chez vous, voici quelques 15 ans, et que je constate l'essor incroyable de la Valenciennes nouvelle. Avant 1940, Valenciennes, ville de 42 000 habitants, ne cesse d'être une ville ouvrière de négoce et de commerce, comme l'atteste un recensement de 1931. Les emplacements militaires en 1940 représentent 20% du territoire. Les Valenciennois tirent un orgueil collectif des innombrables artistes de leur cité, dont 21 ont reçu le premier prix de Rome. Ils attachent aussi un intérêt important au décorum de leur cité, notamment aux riches maisons à colombage. Alors, Valenciennes, ville millénaire, au cours de son histoire, a connu de nombreuses occupations avec destruction, dont celle de mai 1940. Alors, le 22 mai 1940, un incendie se déclare et va durer 14 jours. Incendie dont les causes sont aujourd'hui encore inexpliquées. Le dimanche, nous allons à la messe et revenons par la place et la rue des Anges. Quel désastre! Et quelle tristesse de voir les rues de nos beaux quartiers commerciaux. Il faut le voir pour y croire. Et encore, tout est maintenant rangé, les pierres en ordre, les chaussées dégagées, mais les trous d'obus ont relativement fait peu de dégâts. C'est l'incendie qui a causé le désastre et l'écroulement des rues entières. Qui a mis le feu? Question qui n'a jamais été élucidée, si tant est qu'elle puisse l'être jamais. Certains ont cru voir des soldats mettre le feu à la rue Saint-Géry par la bijouterie Richard. Milo m'a raconté qu'on était sur les traces d'un suspect, bien connu paraît-il en ville, mais dont il devait taire le nom, qu'on avait vu descendre l'air hagard du campanile de l'hôtel de ville et même retourner en barricader l'accès. Tréca m'a raconté qu'un de ses clients, Louis, qui n'a pas été évacué et demeuré à l'escargot, lui dit qu'un soir de mai, prenant l'air, assis devant sa porte, il aurait vu 5 individus vêtus d'une combinaison bleue et coiffés d'un béret, porteurs d'une sacoche. Ils auraient pénétré dans les magasins et auraient mis le feu à la belle rangée des maisons de la place qui flamba peu après, puis auraient été à l'hôtel de ville et y auraient allumé l'incendie. Passant devant sa porte, ils s'écrièrent « C'est ici que tu demeures? Alors nous n'allons pas mettre le feu chez toi !» Louis les a vus se diriger vers la rue du Quesnoy et la rue Saint-Géry. Cet incendie va détruire 12% du patrimoine immobilier, dont les principaux commerces de centre-ville. Alors cet incendie est non maîtrisé parce que les corps administratifs et le maire en particulier ont quitté la ville depuis le 16 mai 1940. Il n'y a plus de pompiers sur place. Il ne reste plus que 6 000 habitants en centre-ville, notamment des vieillards. La ville donc se consume pendant 14 jours. Les Allemands arrivent le 27 mai 1940. Die Stadt wurde in den schweren Kämpfen, die hier tobten, fast völlig zerstört. Nur schrittweise ging der Gegner zurück, bis er auch hier dem Angriffsgeist unserer Soldaten vollends weichen musste.
Dès son retour en novembre 1940, Léon Milot propose un plan de reconstruction et d'embellissement de la ville. Alors, Valenciennes, en zone interdite, sous autorité administrative allemande, est désignée ville sinistrée dès janvier 1941 et l'une des premières villes à reconstruire. Le gouvernement de Vichy, dès octobre 1940, promulgue une loi qui dit en substance que l'État est prêt à financer la reconstruction des villes sinistrées à condition de suivre une conception urbanistique qu'il entend imposer. Muffang, commissaire à la reconstruction, désigne Albert Laprade, éminent architecte, chargé du plan de reconstruction de la ville de Valenciennes dès avril 1941. Albert Laprade vient à Valenciennes, rencontre les commerçants et les industriels. Il tient compte des récriminations de l'Union des commerçants de Valenciennes et des Valenciennois de Paris. Il élabore 8 plans successifs, dont le dernier est établi en septembre 1941. La visite d'André Muffang à Valenciennes le 25 février 1942 parachève les études préliminaires du plan Laprade. Alors, lors de l'enquête publique de Commodo in Commodo du 14 juin au 23 juin 1942, 280 réclamations sont formulées et adressées au commissaire enquêteur Letellier. Ces réclamations proviennent notamment de l'Union des commerçants de Valenciennes, du Cercle archéologique de Valenciennes et de l'Union des Valenciennois de Paris. Ces réclamations portent surtout sur la disparition séculaire des rues de Valenciennes, notamment la Yeward, la largeur excessive des nouvelles voies qui vont être créées et sur le marché couvert. Crée un climat délétère à Valenciennes qui agace les autorités occupantes. Des récriminations arrivent au cabinet de Pétain. Celui-ci convoque le 8 août 1942 à la fois Lefranc, maire de Valenciennes, et Muffang, commissaire de la reconstruction, pour discuter des plans. Pétain ne s'intéresse qu'au plan numéro 8 et celui-ci sera avalisé par le Comité supérieur de la reconstruction le 23 juin 1943. Alors le plan est un zonage en 3 parties. Une partie concernant donc l'habitat collectif, un habitat individuel et une partie réservée aux industries. Le but, c'est de sortir les industries de la ville, d'assurer une meilleure salubrité à l'intérieur de la ville et une tranquillité aux habitants. Au niveau de la place centrale, le projet est visuel. Il repose sur une construction en perspective et s'inspire de l'école des Beaux-Arts. Cet urbanisme de composition et fonctionnaliste désire provoquer la sensibilisation du public. Alors, le plan de reconstruction de la ville s'inscrit dans un projet de création d'un grand Valenciennois et à terme que Valenciennes devienne la capitale d'un département du Hainaut. En juillet 1944, Vichy débloque les premiers crédits pour le traçage des voies dans le périmètre de reconstruction de la ville. Alors, de mai 1945 à novembre 1947 s'écoule le temps du provisoire, où on pense les principes de la reconstruction. En août 1945, Cazan, ministre de la Reconstruction, propose à la ville de Valenciennes la construction de 2 immeubles, les Issailles, immeubles sans affectation particulière, à condition que le conseil municipal accepte le plan numéro 8. Aimé Labourou, maire de Valenciennes, et le conseil municipal acceptent ce plan. Le plan Laprade sera, à partir de ce moment-là, jamais remis en question. Alors, le plan Laprade est définitivement adopté en 1945. Dès le mois de mai 1948, la société Razel, société de terrassement de Paris, vient commencer les premiers travaux. Au cours de cette période 1948-1954, plus de 40 îlots seront construits à Valenciennes. Pendant cette période de 6 ans, 4 acteurs importants vont animer cette reconstruction, dont les sinistrés, par l'intermédiaire de leur association syndicale de remembrement et de reconstruction. Association était créée en 1945, qui dispose de pouvoirs importants au niveau de la reconstruction, qui impose les architectes et qui souhaite que ce soit des Valenciennois. Deuxième structure importante, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, créé en 1946, dont une antenne se trouve à Valenciennes, place Vauban, dès 1948, et qui détient les cordons de la bourse. Troisième acteur important, ce sont les architectes, profession très hiérarchisée. Il y a les architectes d'encadrement et d'opération. Encadrement, donc il y a Maurice Vandenbusch qui sera nommé en 1944 jusqu'en 1948, qui sera le véritable chef de la reconstruction de Valenciennes, et Jean Vergniaud qui va lui succéder en 1952, jusqu'à la fin de la reconstruction de Valenciennes. Quatrième acteur important, ce sont les services administratifs,
notamment les services de la sous-préfecture. Le sous-préfet Bougrat sera même nommé sous-préfet de la reconstruction. Et aussi Pierre Carrousse, maire de Valenciennes, qui sera vraiment l'aiguillon de la reconstruction de la ville. Rentrés à Valenciennes, les peintres découvrent le spectacle désolant des ruines et vont s'en emparer comme motif pour des peintures, des tableaux, des aquarelles, des gouaches. En ce genre d'ailleurs, Charles Bétrémieux apparaît comme un véritable chef de file. Et quelques années après la guerre, en 1948 encore, ils conduisent leurs élèves des académies devant ces ruines qui deviennent un motif élégiaque de tableaux, d'œuvres, de dessins. Dès le début de la reconstruction, celle-ci marque le pas, pour des raisons techniques. Les dossiers remis par les architectes sont remis avec du retard. Les indemnités versées aux sinistrés sont spoliées dans leurs droits. Le plan de remembrement est imparfait et l'État diminue les crédits. Alors, dès 1951, les entrepreneurs se plaignent auprès du délégué départemental du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme de la pénurie de main-d'œuvre, de la pénurie des métaux ferreux, des conditions de livraison des matériaux trop longues et des conditions de crédit trop rigides fixées par la loi. Les entrepreneurs valenciennois ont de plus en plus de difficultés financières et du coup, ils ont du mal à finir les chantiers qui leur sont confiés. En rétorsion, l'association syndicale de remembrement et de reconstruction leur interdit de soumissionner. En conséquence, les marchés sont de plus en plus difficiles à adjuger. Alors malgré ces difficultés, les îlots se construisent. Fin 1951, 2 îlots sont terminés, l'îlot 11 et 30. Le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme a lancé 24 autres projets en priorité et en pré-priorité sur les 40 prévus. Et c'est à ce moment-là, en 1952, que le ministre de la Reconstruction, Eugène Claudius Petit, prend la décision de remplacer Maurice Van den Busch, architecte en chef, par Jean Vergniaud, son adjoint, qui est chargé de modifier le plan primitif de la Prade. Or Vergniaud, disciple de la Prade, mais gagné aux îles de Corbusier, inscrit son projet dans un projet expérimental pour l'homme. Il veut supprimer l'automobile en centre-ville et associer le végétal. Alors, par souci d'économie, Vergniaud veut construire les îlots sans cour fermée et avec des toits terrasses. L'îlot 1, qu'il envisage de construire en face de la mairie, appelé Jeanne de Flandre, en principe donc le plus grand îlot construit à son époque, de 156 mètres de long, il était prévu de mettre sur la terrasse une salle de jazz, des chambres de bonne et un jardin suspendu. Alors, dès 1954, les pouvoirs publics souhaitent en terminer avec la reconstruction des villes sinistrées. Le maire, le ministre de la Reconstruction, qui a vécu 5 ans en Valenciennes avant-guerre, vient à Valenciennes pour déclarer que la reconstruction sera terminée en 1960. 3 solutions sont préconisées pour accélérer cette reconstruction et aider les sinistrés. 1. Le rachat des dommages de guerre. 2. La généralisation de la copropriété. 3. Le préfinancement par l'État des îlots qui restent à reconstruire. L'association syndicale de la reconstruction elle-même agit pour sanctionner les entrepreneurs malveillants. Et la Chambre de commerce trouve des solutions financières pour aider les derniers sinistrés à trouver les créances qui leur manquent. Avant l'arrivée du général de Gaulle, les derniers stands commerciaux qui se trouvaient sur la place d'Armes sont abattus. Le général de Gaulle vient le 26 septembre 1959 inaugurer l'hôtel de ville dont il est le parrain. Oui, nous avons confiance en nous-mêmes. Je le sens bien. Vous ne me l'apprenez pas, mais vous me le démontrez mieux que jamais. On ne l'a fait. Merci, Valenciennes. En 1958, le conseil municipal désigne Perpère, architecte urbaniste, et lui confie le soin d'établir un plan à l'horizon 2000. Perpère fait son plan, mais celui-ci ne sera jamais avalisé par une enquête publique de commodo in commodo. De ce fait, le plan Laprade restera le seul valable, bien que périmé, jusqu'en 1969. À partir de cette date, le plan d'occupation des sols et le schéma d'aménagement et d'urbanisme, qui seront de nouvelles dispositions, rendront caduc le plan Laprade. Alors, lors de la reconstruction de la ville de Valenciennes, 2 architectes en chef vont se succéder, Maurice Van den Busch et Jean Vergniaud. 2 architectures différentes vont s'entremêler. C'est ce qui fait l'originalité de la reconstruction de la ville de Valenciennes, d'autant que ces 2 architectures
ne sont inachevés. Dautry, le premier ministre de la Reconstruction, n'impose pas un style de reconstruction. Saint-Malo a été reconstruite à l'identique. Certaines villes ont leurs services administratifs regroupés, comme Saint-Lô, Rouen. D'autres villes, comme Valenciennes, où il y a la Tabla Rasa, là, on reconstruit effectivement la ville en alignement des immeubles et des voies de circulation très larges. Eugène Claudius Petit, qui succède à Dautry en 1956, lui, exalte l'architecture moderne. Il prend comme figure tutélaire Auguste Perret et Le Corbusier. En 1983, lors du premier congrès international de la reconstruction, en conclusion de son discours, Eugène Claudius Petit, membre du Sillon, dira « On n'a fait que blanchir le sépulcre ».